Madame, Monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal. Je suis ravie de vous retrouver pour vos éditions de la semaine à la une ce soir. Après 3 décès sur les routes ce week-end, les autorités s'inquiètent et tirent la sonnette d'alarme. Pour prévenir de nouveaux drames, elles envisagent des mesures plus radicales comme renforcer la répression, les contrôles et pourquoi pas saisir les véhicules des contrevenants. Réforme des jours de carence et diminution de l'indemnisation des jours d'arrêt maladie. Les agents de l'éducation nationale feront grève dans 3 jours. La grogne monte au niveau national comme au niveau local. Nous recevrons en plateau Thierry Barrère, le secrétaire régional de l'UNSA Éducation. Après avoir passé 5 et 8 ans dans la rue, 2 anciens SDF ont trouvé un emploi au centre de Tri-Postal. Leur nouvelle vie est en partie possible grâce au projet Hackathon solidaire de l'association Tetorea. Vous ferez leur rencontre dans quelques instants. 32 décès sur les routes polynésiennes cette année, dont 3 rien que ce week-end. Selon les autorités, l'heure n'est plus à la sensibilisation, mais à entamer des actions plus fortes. Voyez les précisions de Nicolas Pérez et Heymanu Manutei. Au lendemain des assises sur la sécurité routière, le compteur des décès sur les routes polynésiennes ne cesse d'augmenter. 3 personnes, dont 2 mineurs, ont perdu la vie ce week-end. De nouvelles tragédies qui font grimper le compteur des décès sur les routes à 32 victimes, soit 2 de moins qu'en 2023. Et avec des fêtes de fin d'année en ligne de mire, les responsables de la sécurité routière ont une solution radicale pour endiguer ce fléau. Je considère, moi, que notre priorité maintenant, c'est de mettre en place la fourrière pour pouvoir saisir le véhicule de la personne qui a commis le délit d'excès de grande vitesse. Après, il n'y aura plus d'excès de grande vitesse, ou très peu. Une proposition qui toucherait donc directement le porte-monnaie des usagers de la route qui avait été déjà évoquée par le représentant de l'État. C'est aussi de modifier un certain nombre de lois de pays qui sont de la compétence du pays pour permettre de confisquer par exemple l'arme du crime. Et quand je dis confisquer l'arme du crime, c'est pouvoir confisquer des voitures. Quand vous arrêtez une personne qui est la énième fois où le sans permis, sans assurance est un danger public pour les autres, le seul moyen c'est la confiscation du véhicule. La balle serait donc dans le camp du pays. Grâce aux données statistiques, le profil type du délinquant routier est établi. C'est un homme qui a entre 25 et 35 ans, qui conduit alcoolisé, voire sans permis. Pour le délégué, il faut donc rendre plus accessible l'accès au permis de conduire. Je vois énormément de personnes qui roulent sans permis. Donc je le redis, quand on n'a pas le permis, on n'a pas le code, donc on ne connaît pas la langue du code de la route. Comment faire ? Il faut faciliter l'accès au code de la route. J'en ai parlé aux assises, c'est entre les mains de l'État et du pays surtout, puisque la formation relève de la compétence du pays. En attendant une solution, la France, qui a fêté les 20 ans du premier radar automatique installé sur son sol, a annoncé une baisse de 45% des victimes de la route grâce à ces dispositifs. On poursuit avec la grève des fonctionnaires d'État prévue ce jeudi 5 décembre. En cause, la suppression de 4000 postes, une réforme des jours de carence et la réduction des indemnisations des arrêts maladie. Des mesures qui résultent de coupes budgétaires au niveau national. Au niveau local, la grève impactera surtout les établissements scolaires du second degré. Le secrétaire régional d'UNSA Éducation, Thierry Barrère, est sur notre plateau. Et Yaorana ? Yaorana Ima, Yaorana la Polynésie. Vous allez donc vous mobiliser pour protester contre différentes mesures du gouvernement Barnier. L'une d'elles est la réforme des jours de carence pour les arrêts maladie. Ils vont passer de 1 à 3. Vous considérez cette mesure comme étant punitive. Pourquoi ? Exactement. Donc, actuellement, on a 1 jour de carence lorsqu'on amène un CM. On est malade, on dépose un CM. On a 1 jour de carence qui est retiré sur le salaire. Avec la réforme que Barnier souhaite faire, on va passer à 3 jours, ce qui représente à peu près 10% du salaire en moins sur le mois. Donc c'est important et pour nous, c'est effectivement une mesure un peu punitive.
Et le gouvernement justifie la réduction de l'indemnisation des arrêts maladie de 100% à 90% comme une mesure nécessaire pour réduire les dépenses, mais aussi pour lutter contre l'absentéisme. Je rappelle que sur 10 ans, le taux d'arrêt maladie est en hausse de 80% dans votre secteur. Selon vous, la sanction, ce n'est pas la bonne méthode à adopter ? Alors là, on veut faire des économies, encore une fois, sur le dos des fonctionnaires. Pour nous, ce n'est pas la bonne méthode. L'État, comme d'habitude, n'a pas tout exploré. Il y a des moyens, par exemple, sur la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail à améliorer. Il faudrait faire quoi concrètement selon vous ? En tant qu'employeur, l'État doit pouvoir améliorer les conditions matérielles de ceux qui travaillent, par exemple, ou simplement la santé au travail. Actuellement, par exemple, dans l'éducation nationale, on a un médecin de prévention pour 5000 fonctionnaires. Donc, pour nous, il faudrait que, au lieu de punir directement et de sanctionner le fonctionnaire en lui retirant 10% de son salaire, l'État employeur devrait mettre en place des contrôles pour éviter tout type de dérapage. Autre point de revendication, le non-versement de la JPA, la garantie individuelle de pouvoir d'achat. Cette prime est instaurée depuis 2008. Elle vise à compenser la stagnation des salaires face à l'inflation. Votre syndicat ne compte pas céder sur ce point-là. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ? Oui, effectivement, donc la JPA, la garantie individuelle du pouvoir d'achat, permettait un rattrapage, une petite compensation pour les salaires qui n'avaient pas évolué sur 4 ans, donc, ou qui avaient évolué, mais moins que l'inflation ou le coût de la vie. Donc la cherté de la vie, l'inflation, tout le monde connaît. Et ceux qui avaient stagné sur cette période-là pouvaient bénéficier d'une petite indemnité annuelle qui était versée annuellement. Et ça aussi, par mesure d'économie, le gouvernement Barnier souhaite le supprimer. Mais justement, le ministre de la fonction publique, Guillaume Casbarin, affirme qu'il faut supprimer cette prime parce qu'elle engendrerait des disparités entre les différentes catégories des fonctionnaires et qu'il faudrait plutôt utiliser cet argent pour revoir les grilles salariales des catégories B et C. Vous ne pensez pas que ça ne pourrait être une bonne solution aussi ? Alors actuellement, dans leur projet, il n'y a en aucune manière, il y a des négociations de prévues sur l'augmentation du point d'indice, sur la revalorisation des grilles, et on nous supprime en plus cette indemnité. Donc on ne comprend pas trop. En fait, c'est un peu prêcher le bien pour obtenir, je ne sais pas. Donc actuellement, nous, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc nous ne sommes pas d'accord pour le moment. S'ils avaient ouvert des négociations, que ce soit sur les grilles, l'évolution des grilles, l'évolution du point d'indice, déjà on aurait pu avoir une meilleure visibilité, ce qui n'est pas le cas. Toutes les mesures que nous venons d'évoquer pourraient ne pas se concrétiser puisque le gouvernement Barnier est menacé par une motion de censure. Pourquoi est-ce important de quand même maintenir cette mobilisation pour vous ? Alors, effectivement, il y a une motion de censure qui a été déposée. On ne sait pas comment ça va se passer. On n'a pas plus d'infos. Ça peut être très variable. Elle pourrait passer comme elle pourrait ne pas passer. Les négociations sont en cours. Mais nous, on maintient la pression, c'est-à-dire on veut montrer au gouvernement et peut-être au futur gouvernement qu'on n'est pas d'accord que les fonctionnaires payent pour faire des économies. On est malade, on est en peine, et en plus on se voit retirer une partie de son salaire, double peine. Donc pour nous, c'est pas tolérable. Vous allez donc entrer en grève ce 5 décembre, ce jeudi. Qu'est-ce qu'il y aura de prévu concrètement ? Alors le 5 décembre, j'appelle tous les fonctionnaires d'État, les agents publics de l'éducation, de l'enseignement privé à venir nous rejoindre. Au départ, on va faire une manifestation. On se rassemble devant l'école Tohata à partir de 7h30. On partira vers les 9h par le boulevard Pomaré pour remonter vers le rond-point Jacques Chirac et remonter vers le Haut-Saria, où on sera reçu par normalement le secrétaire général du Haut-Commissaire à 10h30. Bien, merci beaucoup Thierry Barrère pour ces précisions. Je te remercie.
Autre ras-le-bol, cette fois chez certains propriétaires du lotissement Erima à Aroué. Depuis plusieurs décennies, ils sont obligés de trouver par leurs propres moyens des solutions pour avoir de l'eau, et ce, malgré la construction d'un bassin et plusieurs demandes de raccordement faites auprès de la mairie. Sophie Gebel et Mereteato nous expliquent, regardez. On s'est dit enfin on va avoir accès à l'eau, on a attendu depuis toutes ces années, enfin on a été écouté, c'est magnifique, c'est génial. Et en fait on a vu toutes les maisons se construire en dessous qui ont aussi accès à l'eau. Et puis nous, toujours pas. Donc du bassin de l'Espérance, on est tombé dans le bassin de la désuétude, quoi. Le bassin en question, le voici. Il a été construit il y a 7 ans par la commune et permet d'alimenter en eau ces maisons en contrebas. Mais une fois arrivé sur ce chemin en terre où résident ses propriétaires, finit la distribution en eau, place au système D. Voilà la source, voilà le captage d'eau qui alimente la quinzaine de maisons qui sont en aval. En fait, c'est un raccordement qui repose sur l'accord des propriétaires, puisqu'ici ce sont des propriétés privées. Donc on a la chance d'avoir des propriétaires voisins qui sont sympas et qui nous laissent utiliser cette source. Sans ça, on n'aurait pas d'eau. Et c'est des gros investissements. Et puis surtout qu'ici, c'est pas chez moi. Et puis on est quand même à 400 mètres de mon habitation. Et puis voilà, donc c'est une source qui est quand même sauvage. Autre problème, en période de sécheresse, il n'y a plus d'eau dans la rivière. C'est le cas actuellement et depuis 15 jours pour ses habitants, obligés de rationner l'eau et d'attendre les prochaines pluies. Des difficultés connues à la mairie d'Aroué. On a rencontré la mairesse qui nous a très bien reçus, qui nous a expliqué un peu les choses, comment ça se passe, faut attendre. Ça fait un moment qu'on attend quand même aujourd'hui. On a fait des pétitions, on a demandé de rencontrer les personnes qui sont concernées pour nous avoir des réponses concrètes. Mais aujourd'hui, on n'a pas de date pour le début des travaux, on n'a pas de devis, on ne sait pas où on va. De son côté, la mairie a bien pris acte des problèmes rencontrés par ses propriétaires, mais la réponse est claire. Il faudra faire preuve de patience. Là, le schéma directeur, comme je l'ai dit, donc, il a été voté en fin 2023. Donc il y a plusieurs phases avant, justement, ça fait partie des extensions de réseau. Mais comme j'avais rencontré les propriétaires fonciers, je ne vais pas les faire leurrer comme quoi ça sera du jour au lendemain. Moi, je ne suis pas là pour faire miroiter les gens. Mais par contre, je dis que c'est prévu dans le schéma directeur. Mais à plusieurs échéances, il faut savoir qu'un schéma directeur, ça coûte plusieurs milliards. Actuellement, le nôtre, c'est 3 milliards de travaux. Donc par contre, c'est sûr que la commune, elle ne peut pas financer en elle-même. Il faut qu'elle demande des subventions. Pour l'heure, aucun fonds n'a donc été alloué afin de résoudre le problème de ces propriétaires d'Erima. Il faudrait au minimum 35 millions de francs pour le raccordement selon la mairie. C'est un nouveau chapitre dans un parcours de vie semé d'embûches. 2 anciens sans-abri ont trouvé un emploi au centre de tri postal de Farerata. L'entreprise avait participé au projet Hackathon solidaire. L'un des 2 nouveaux employés a décroché un CDI, le second poursuit une formation. Thomas Chabrol les a rencontrés. Le centre de tri postal est le nouveau décor de leur quotidien et surtout celui d'une réinsertion professionnelle. Abel et Keremo ont rejoint l'équipe des agents du centre de tri de Farerata. Une nouvelle vie pour ces 2 hommes après respectivement 8 et 5 ans dans la rue. Un nouvel équilibre, un chapitre de ma vie qui se tourne aussi. Donc voilà, une nouvelle vie qui commence. Déjà là où on m'a placé, c'est mes chefs au niveau de la navette, je suis très bien. Je suis très bien là où je suis en tant qu'AG1. Donc ça me plaît, voilà, je suis heureux ici. Cette réinsertion a nécessité un suivi individualisé avec l'association Tetorea. Avant d'intégrer le centre de traitement du courrier, Abel s'est formé en CAE jardinage il y a 2 ans. Cette formation ne lui permet pas de décrocher un poste, il ne baisse pas les bras. Le CAE du projet Hackathon solidaire se révèle alors comme une porte de sortie. Pendant 1 an, il se forme sur le tas, entre les colis et les lettres à transporter. Et sa motivation ne passe pas inaperçue. Il faut beaucoup de bonne volonté, beaucoup de motivation, une forme physique justement qui puisse convenir et leur permettre de réaliser les tâches tous les jours, que ce soit de la manutention sur l'aéroport, au niveau du port avec les différentes goélettes, mais également au sein du centre. Je veux faire passer un message à ceux qui veulent, qui ont la volonté de s'en sortir, qui sont dans le même cas que moi, que voilà, on peut y arriver avec de la volonté, de la patience. Et que voilà, dans chaque truc qu'on entreprend, il faut s'accrocher. Le projet Hackathon solidaire valorise ainsi le potentiel et la résilience de ces personnes qui ont connu des parcours de vie difficiles. Les 2 anciens sans-abri ont passé des entretiens de recrutement pour intégrer le monde du tri postal. Ils viennent de rentrer dans un processus, maintenant à eux de nous dire s'ils veulent continuer, progresser, et à nous après de leur proposer des choses. Cadeau de Noël avant l'heure, Abel a été titularisé avec un CDI début novembre. Keremo, lui, est en CDD et poursuit sa formation. En parallèle, les 2 hommes ont trouvé un logement avec l'AISPF,
l'agence immobilière sociale. De quoi écrire un nouveau chapitre dans leur vie. Et on poursuit à Rayatea avec cette petite révolution. À Tapu-Tapu-Atea, la coopérative des agriculteurs s'est équipée d'une chambre de maturation pour les bananes. Et cet outil permet d'optimiser la qualité de récolte et leur distribution. Elle pourrait même avoir des répercussions sur les habitudes alimentaires des écoliers. Le reportage de Rony Moufat. C'est sur l'île de la Réunion que Manoutea, technicien à la Chambre de l'agriculture, va se former sur le processus de maturation des bananes. Depuis la récolte à l'acheminement, le nettoyage des régimes au conditionnement jusqu'à la mise en chambre froide pour le mûrissement. On va mettre pendant 5-6 jours en chambre de mûrissement et ensuite 24 heures après, nous allons lâcher une molécule qui est d'origine végétale qu'on appelle de l'éthylène qui va servir de catalyseur. Cette éthylène va accélérer le mûrissement de la banane et au bout de 5-6 jours, toutes les bananes sont mûres de façon homogène. Les avantages de disposer d'une chambre de maturation sont multiples. D'abord, le gaspillage est réduit au maximum. Ensuite, l'approvisionnement est maîtrisé et permet de répondre de manière régulée aux besoins du marché. On avait déjà fait avec la chambre noire, mais avec la chambre noire uniquement, il y avait beaucoup de pertes. On limitait le gaspillage par la cuisson pour faire du poêle, pour faire des crêpes. Mais là, pour qu'on ait la quantité suffisante le jour J, ce procédé-là est idéal. Encore aujourd'hui, certaines écoles sont dépendantes de fruits importés. Désormais, elles pourraient compter sur des bananes locales de qualité, mûries selon les attentes des cantiniers. À la cuisine centrale, on peut dire aujourd'hui, on peut fournir 1300 bananes toutes les semaines. Ça va apporter un plus au développement, donc l'objectif de cette transition alimentaire, comment donc pallier pour pouvoir diminuer les implantations et augmenter notre production locale. Il n'y a pas que les bananes. Nous allons tester avec le feuillis, les bananes pour uni, pourquoi pas les papayes et d'autres produits. En réduisant les coûts de transport et l'empreinte carbone liée aux importations, Tapu-Tapu-Atea montre la voie vers une alimentation locale plus respectueuse de l'environnement. Si cette initiative s'étend à d'autres communes et d'autres îles, elle pourrait transformer l'agriculture et satisfaire les besoins alimentaires locaux. On termine ce journal à La Réunion, où Vaiana 2 est sorti cette semaine au cinéma. Dans le sud de l'île, à Saint-Pierre, une matinée spéciale était organisée avec un spectacle de danse polynésienne. Camille Chatillon a assisté à la séance. Parmi les nouvelles héroïnes du grand écran, Vaiana a su convaincre son public. Vaiana, c'est ma princesse préférée. Je suis venue regarder le film avec ma maman et ma sœur. Alors pas question pour ces dizaines de familles de rater la sortie du second film. Ma fille s'appelle Vaiana et j'ai aimé aussi le premier dessin animé, donc on est venu voir le 2. Une héroïne et des aventures qui plantent le décor d'une île paradisiaque à plus de 14 000 km de La Réunion. C'est vrai que depuis que Vaiana est sorti, le premier, il y a toujours cette référence-là et les enfants c'est ce qu'ils ont, donc on a l'habitude, donc il n'y avait pas de pression, juste l'excitation de danser pour Vaiana. Alors pour que petits et grands soient directement plongés dans cet univers, le cinéma Grand Sud a vu les choses en grand avec un spectacle de danse juste avant la séance. Je pense que ça donne une dimension supplémentaire à la séance qu'ils viennent voir. Voilà, ça rajoute un petit plus et là vraiment on est pile poil dans le thème du film et ça permet aux gens de s'approprier un petit peu plus le site, le cinéma. Une bonne mise en bouche pour ressentir à 100% un petit bout de la Polynésie jusque dans la salle de cinéma. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Juste après, place à To'ufenuat ou Ora, puis au film Terminator. On se quitte en images sur la prestation du groupe Tapairu no Hawaii lors du Hura Tapairu. Excellente soirée à tous, on se retrouve demain.